Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur la campagne de Haya Karima ou Vie décente et ces projets, plein de projets gigantesques, je dirais même. On parle d'un grand montant d'argent qui est contribué pour, ou octroyé pour ces projets. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nagui Victor, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nagui. Bonjour. Alors, premièrement, si on parle de cette campagne Vie décente et son effet sur la campagne égyptienne, sur les villages surtout, et que ce soit en Haute-Égypte ou au Delta, comment voyez-vous son effet sur la vie quotidienne des Égyptiens? Oui. Ben, il faut tout d'abord savoir que l'initiative Vie décente vise les personnes les plus démunies dans la société égyptienne. C'est-à-dire que le président voudrait donner un push, voudrait donner un coup de main pour améliorer les conditions de vie des Égyptiens les plus pauvres, les plus démunis, qui n'ont pas de moyens. Donc, pour réaliser cette initiative, le gouvernement a choisi 1500 villages parmi les plus pauvres, que ce soit en Haute-Égypte, en Basse-Égypte, c'est pour améliorer la vie rurale. Ceci étant, ça repose, il l'avait dit très brièvement, le président, on rentre dans un village et on ne sort que quand le village est complètement réhabilité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'État va s'attaquer à l'habitation. Construire des maisons décentes dans lesquelles les personnes humaines peuvent vivre honnêtement et décemment. Cela signifie qu'ils vont avoir de l'eau potable dans les robinets. Ils ne vont pas boire des puits ou des rivières. Cela signifie créer un réseau d'assainissement. Il faudrait évacuer l'eau qui va être utilisée. Cela signifie qu'il y aura des centrales électriques qui pourront alimenter ces villages en courant électrique. Ils pourront avoir un frigo, des lampes au plafond, et ainsi de suite. Cela signifie encore qu'il faudrait s'occuper de la santé de ces gens, pas seulement des choses matérielles. Donc, ça signifie avoir un centre médical dans le village. Je ne dirais pas dans chaque village un centre, mais peut-être un centre pour 2-3 villages ensemble, qui sera facilement atteint par les citoyens qui vivent. Dans le même but et dans le même esprit, il faut s'attaquer à la personne égyptienne. Donc, qui dit personne égyptienne, dit éducation. Alors, des écoles seront construites, des écoles au pluriel seront construites dans tous ces villages, parce que vous me direz, oui monsieur, mais il y a déjà des villages. Non, il y a des villages, il y a déjà des écoles. Mais des fois, on trouve une école, pour y arriver, il faut faire 10, 15, 20 kilomètres par jour, à pied, pour atteindre l'école. C'est impossible. Si nous regardons l'initiative Vie décente en général, on va voir une complémentarité entre tous les projets qui sont sous ce grand rêve de l'Égypte, comme par exemple le développement de la campagne, l'autonomisation de la femme et les projets, les micro-projets. Comment vous voyez cette complémentarité parmi tous les projets de l'initiative Vie décente? Oui. Vous avez atteint un point très très important, et sur lequel le gouvernement, aussi bien que le président, mettent
insiste, la femme. Pourquoi la femme? Parce qu'on peut tout faire, on peut tout améliorer sans s'occuper de la femme qui est pratiquement le chef de la maison. Oui. Il ne faut pas se leurrer. Donc, effectivement, parmi ces programmes, il y a des programmes pour initier les femmes des villages, pour leur apprendre à lire et à écrire, pour les aider à faire des micro-projets, comme vous venez de le citer. Pour améliorer son état de santé aussi. Chez elles, dans leur maison. Oui. Également, Dr Nagui, si on parle de un des projets qui sont déjà en cours, celui de relocation des bidonvilles de part et d'autre, que ce soit au Caire ou dans les grandes villes, et une relocation dans des cités construites sur un niveau, je dirais, un niveau assez élevé quand même pour abriter les habitants de ces bidonvilles, tels que par exemple Haïl Asmarat, le quartier Asmarat, et plein d'autres projets qui ont été déjà entrepris. Oui, je pense que ça c'est l'un des objectifs que le président avait dans la tête quand il a pris le pouvoir, c'est d'effacer, d'éradiquer toutes ces zones, tous ces quartiers infects, je dirais, dans laquelle une vie humaine décente ne pouvait pas exister. Effectivement, le gouvernement a fait des énormes, je dirais, des énormes efforts pour détruire, casser, refaire, reconstruire certains quartiers, déloger les gens dans des maisons décentes, dans des quartiers tels que vous venez de le citer, El Asmarat, avec des rues propres, larges, des rues où l'ambulance peut accéder, où les pompiers, en cas de problème, peuvent accéder, ainsi de suite. Et je dirais même que maintenant, à l'ONU, il désigne l'Égypte du doigt comme étant un pays modèle qui a réussi à effacer tous ces quartiers et à déloger et refaire des quartiers, je dirais, décents pour que les gens puissent... Donc l'Égypte est devenue un modèle. Et les autres pays copient sur nous. Qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait pour en arriver à ce point-là. Très, très important. Il faut savoir encore, en même temps, que personne, aucun gouvernement n'a eu le courage de prendre cette décision politique d'effacer ces quartiers. Aucun gouvernement n'avait le courage de prendre une telle décision. Je voudrais même, toujours en relation avec ce que vous venez de dire, quand j'étais à l'école, à l'université d'Ain Shams, on avait des cours d'urbanisme, département architecture, et depuis les années 70-72, on posait des questions à nos professeurs. On leur disait, mais comment pourrions-nous nous en sortir de cette ville incroyable? Les gens se marchent les uns sur les autres, les bus bondés comme pas possible, les moyens de... Et à ce moment-là, dans les années 72, on commençait à construire le pont du 6 octobre et la route périphérique autour du Caire. Et nos professeurs nous disaient, écoutez, ça c'est des aspirines. Le pont du 6 octobre est une aspirine. Ce n'est pas un remède. Comment? Ce n'est pas un remède. Oui, pour essayer momentanément de dénouer la situation. Mais la vraie solution,
la solution radicale est de sortir de cette capitale, c'est le Caire, dans une autre nouvelle capitale administrative. Et c'est seulement quand le président El-Sisi est venu qu'il a eu le courage, je répète, depuis les années 70, il a eu le courage de prendre la décision politique de sortir du Caire et de construire une nouvelle ville. Parce que nous on parle de quartiers infects, de quartiers dangereux, de quartiers qui ont été... Mais le Caire allait devenir pareil. Le Caire à grande échelle allait devenir pareil. Les employés n'arrivaient pas à leur poste autant voulu, les étudiants n'arrivaient pas à circuler proprement, et ainsi de suite. Le Caire allait devenir une ville très dangereuse. Heureusement que la décision a été prise de se déplacer dans le désert et de construire la nouvelle capitale administrative. Oui. Et si on revient à l'idée de complémentarité, on parle d'une vie décente, on doit parler d'un autre projet très très important qui porte sur les 100 000 personnes en bon état, en bonne santé. Oui. Comment vous voyez cette complémentarité toujours parmi ces projets? Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison qu'en parallèle, avec les efforts qui sont déployés pour construire des ponts, élargir des routes, mettre de l'asphalte, construire des bâtiments et tout, s'occuper de la personne elle-même. Et vous avez tout à fait raison que l'initiative de 100 000 personnes, ça, le gouvernement a fait des grands efforts. On commence par exemple, l'initiative d'éradiquer l'hépatite. L'hépatite. L'hépatite C, oui. L'hépatite, le virus du foie. Eh bien, ça a été une réussite. Et ça a été un grand effort déployé par le gouvernement. Et ils ont réussi. Maintenant, il y a encore l'initiative de contrôler les bébés déjà nés pour être sûr que lui et la longueur du bébé, que ces deux conditions soient normales. Sinon, recourir tout de suite et assez rapidement pour faire ce qu'il faut pour les oreilles. Avec ou sur cette note de complémentarité entre tous les projets concernant l'initiative Vie décente, on arrive au bout de notre programme pour aujourd'hui. Merci, Dr Nagui Victor. Vous êtes expert en économie, pour vos éclaircissements. Merci, Semeh, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Ara. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme, toujours sur NAL TV International. Au revoir.